Sébastien pour la présentation. Je vous présenter ce soir un sujet qui me tient un peu à cœur, la qualité logicielle dans les petites et très petites structures, donc petites et très petites équipes. Donc là, on n'est vraiment pas dans un énoncé un peu technique où on va parler techno, on va vraiment plutôt parler retour d'expérience et un peu mon avis personnel sur la qualité logicielle dans les très grandes lignes en 10 minutes. Alors pour commencer, simplement, ce monsieur, Bob C. Martin, qui est un pape de la qualité logicielle, quelqu'un de très connu, reconnu dans le milieu, auteur du livre Clean Code que tous les développeurs devraient avoir lu, vous savez quoi faire ce soir, n'est-ce pas, qui a fait beaucoup d'autres choses aussi d'ailleurs, et qui aussi est connu pour représenter un certain élitisme, dans sectarisme dans le milieu de la qualité logicielle, tendant sur l'aspect notamment test first, le test en préambule donc, du développement. Et en fait, pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il y a une citation, alors je suis un peu embêté parce que je ne l'ai pas retrouvée, donc je vais dire qu'elle est de lui, mais j'en ai même pas trouvé les traces. Si quelqu'un l'a déjà lu quelque part, ça me rassurerait. Simplement, cette citation disait: si j'étais dans l'Enterprise et que je devais modifier une seule ligne de code qui scellait le destin de tout l'équipage, avant de modifier le moindre bloc if, j'écrirais d'abord un test. Alors, cette citation va nous apprendre deux choses sur l'auteur. Déjà, c'est que c'est un bon gros geek, mais bon, ça, on le savait déjà un petit peu en suivant ses vidéos. Et la deuxième chose, c'est qu'il a probablement jamais trop travaillé dans des très petites structures où les plannings sont un peu à l'heure près. Donc en fait, moi quand j'ai lu ça, il m'est venu une petite image en tête, assez amusante, c'est pour ça que je vous en parle. C'est un peu ça. C'est qu'au bout d'un moment, quand on fonce droit dans le mur, on peut se dire qu'il peut être assez intéressant de mettre un coup de volant, quelle que soit la direction, plutôt que calculer sa trajectoire. Au moins, on est sûr d'aller quelque part, éventuellement ailleurs que dans le mur, on verra bien où on va, mais en tout cas, il faut faire quelque chose et il faut le faire maintenant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire de qualité en PME? Non, bien sûr, on peut faire de la qualité dans des très petites structures, on doit le faire même. Le tout, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions, rester dans des objectifs réalistes, sortir un peu des dogmes et des effets de mode pour faire fonctionner en bonne intelligence avec ses ressources et avec ses objectifs. Je vais énoncer un petit peu une évidence, mais avant de mettre en place des processus, avant de mettre en place des technologies, il faut se penser un petit peu quels objectifs on veut atteindre, quels problèmes on a réellement, parce que à quoi sert de corriger un problème si on n'en a pas au final? Donc les technologies, c'est pas un pansement magique qui va régler des problèmes imaginaires, c'est avant tout des outils qui vont servir à accomplir des objectifs. Et pour ça, il faut les identifier, les quantifier et savoir où on va exactement. Donc, avant d'être une problématique technique, la qualité logicielle pour moi est une problématique managériale. Et si on n'a pas réfléchi à là où on va, ça ne sert à rien d'y aller, en quelque sorte. Et un point surtout que je trouve extrêmement important, et au risque de faire une petite digression qui un peu me rappelle beaucoup les problématiques de méthodes agiles et de mise en place de méthodes type Scrum dans les PME, c'est que la culture d'entreprise, les spécificités métiers, les modes de fonctionnement propres à une entreprise sont et doivent toujours être au-delà des bonnes pratiques en termes d'importance dans la mise en place. Si vous avez des modes de fonctionnement qui sont imposés par vos habitudes, par vos modes de fonctionnement, par vos impératifs métiers, les bonnes pratiques, c'est bien, c'est reconnu, c'est prouvé, c'est mis en place par plein de gens, mais votre business est prévu. Et si jamais vous commencez à mettre en place les choses parce que les gens en parlent un peu trop fort et que derrière vous ne sentez pas de pas suivre, vous allez vous planter. Je prends un exemple simple, si vous voulez mettre en place Scrum dans une boîte où on fait des livraisons 3 fois par jour, avec un contact direct entre les équipes production et les équipes marketing, parce qu'on a un timing to market complètement short. Si du jour au lendemain vous dites pour plus d'agilité on va livrer une fois tous les 15 jours et on n'aura qu'un interlocuteur unique, vous allez vous faire quicher la tête. Et vous allez faire de la merde au passage, parce que ça ne marche pas comme ça chez vous. Donc simplement, il faut se poser les bonnes questions, il faut s'adapter à un contexte. Donc un autre problème, une problématique que je trouve assez récurrente, c'est qu'il y a une assimilation souvent entre la qualité logicielle et l'industrialisation.
Oui. Je me dis, j'essaie de me refourguer du plot jusque dans mes présentations. Je savais que ça allait arriver, ça. Donc, il y a une assimilation entre qualité logicielle et industrialisation qui est souvent faite, je trouve un peu dérangeante. Alors, pour le coup, je vais citer du Bill Gates, vous pouvez prendre une photo, ça n'arrivera pas tous les jours. 640, non pas celle-là, faut pas déconner. Je vais vous faire une version un peu remodelée. Si vous automatisez un bon process, vous allez optimiser son efficacité. Vous allez le rendre encore meilleur, vous allez le sublimer. Par contre, si vous automatisez un mauvais process, vous allez aggraver ces problèmes, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. La problématique de la qualité logicielle, je pense, elle est là. C'est que si vous industrialisez, si vous voulez mettre en place des processus compliqués, si vous prenez le problème en vous disant je vais installer 3 serveurs en intégration continue, mettre en place des workflows de mail à droite à gauche, mettre en place tout un tas de trucs très rigides et très structurés, bah, si vous n'avez pas fait d'abord le travail de mise en place, si vous n'avez pas apprêté vos équipes à faire de la qualité, en fait vous allez juste rigidifier quelque chose qui ne marche déjà pas. Donc vous allez sur quelque chose d'encore moins fonctionnel. Donc qu'est-ce qu'on peut déjà faire dans une petite structure? Bêtement, déjà, versionnez votre code. Alors vous allez dire, le gars il enfonce un peu les portes ouvertes, mais en 2014, je peux vous garantir qu'il y a encore des entreprises qui font du développement et qui ne versionnent pas leur code. Je ne citerai pas de nom, n'insistez pas, mais il y en a. Alors déjà, arrêtez vos conneries, faites, et on n'est plus du tout dans un contexte où c'est compliqué de versionner son code. On a des logiciels de gestion de version décentralisés qui nécessitent plus de serveurs, qu'on peut déployer très facilement, Git en tête. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le faire, et aussi de l'exiger de vos prestataires si ce n'est pas vous qui produisez votre code. Si un prestat vous refuse du code et qu'il n'est pas versionné, engueulez-le un bon coup, quoi. Je vais me faire des amis d'ici la fin de la journée. Alors un petit mémo à destination des décideurs, la taille utile d'une équipe à partir de laquelle un logiciel de gestion de version apporte des bénéfices est de 1. Voilà, ça permet de prendre des décisions assez rapidement sur le faut-il ou faut-il pas. Les conventions de code, conventions de nommage, alors ça c'est un point qui est souvent survolé, souvent oublié dans la qualité logicielle, parce que ça emmerde un peu tout le monde, souvent aussi, c'est-à-dire ce qui est, et c'est important. C'est important parce que si tout le monde écrit le code de la même manière, il va être lu plus rapidement, il va être lu mieux. Par conséquent, c'est moins de temps passé à comprendre ce qu'on fait, comprendre mieux ce qu'on fait, donc éventuellement faire moins de bugs. Dans la finalité, c'est gagner plus de sous à la fin, parce qu'on aura été plus vite ou on aura fait moins de bêtises. Donc, la question ne se pose pas, adopter des conventions. Il y a une règle qu'on peut fournir assez simple, si vous utilisez un framework où votre langage incorpore des conventions de codage, bah, utilisez-les, ça serait un peu dommage. Si vous n'utilisez pas de framework, bah, choisissez un framework et prenez ces conventions de nommage. Ça ne vous oblige pas à utiliser leur code, mais il y a des gens qui se sont creusés la tête pour savoir s'il fallait mettre une majuscule quelque part ou un souligné à un endroit. Ça ne sert à rien de repartir sur des grands débats assez stériles et pas très utiles ni passionnants. Réutiliser la roue, ça sera plus simple pour tout le monde. Ça vous évitera de vous poser des questions. Faites un choix rapide et tenez-vous-y et ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Le peer review, donc la revue de code, ça c'est un peu mon cheval de bataille quand même, puisque en termes de qualité logicielle, c'est un peu là-dessus que je centre déjà mon intérêt. C'est clairement le moyen de qualité logicielle le plus efficace et le plus simple à mettre en place. Dans votre équipe, si vous faites en sorte que les gens regardent le code les uns des autres avant de le valider, avant surtout de le passer en production, quel que soit votre workflow, si vous le faites ça à l'intérieur de l'équipe, vous allez monter en qualité, vous allez faire émerger des synergies dans votre équipe parce que vous allez très vite mettre en place des autorités de compétences sur tel ou tel sujet parce que les gens vont se mettre un petit peu, je dirais, sur un piédestal dès qu'il va s'agir de sujets précis. Tout le monde va s'approprier le code beaucoup plus vite. Au final, vous allez gagner du temps très vite au lieu d'en perdre. Ça ne nécessite aucune techno particulière. En termes de workflow, c'est super simple à mettre en place. La seule difficulté, c'est une petite problématique managériale où il faut faire en sorte de cadrer un peu le truc pour ménager les susceptibilités et éviter que tout le monde se frite au bout de 2 jours. À part ça, c'est du bonheur. Donc sérieusement, si vous avez à commencer quelque part l'amélioration de la qualité, commencez là.
C'est simple, ça se mettra en place sur n'importe quel projet, existant ou n'existant pas encore, et c'est très très efficace. Et du coup, les tests automatisés, en règle générale, faut-il pas en faire? Ça dépend, voilà. Je pense que ça va beaucoup vous éclairer, mais simplement, dans l'absolu, il faudrait en faire systématiquement. Et la question se pose même pas trop quand vous êtes sur des projets critiques et relativement neufs. Vous allez mettre en place un projet, vous allez bosser 6 mois dessus, ça peut valoir le coup de mettre un peu un workflow sécurité derrière, une couverture de test, etc. Par contre, la question peut quand même se poser, si vous êtes sur un proof of concept dont la durée de vie va aller de 30 minutes à 2 heures, si vous êtes sur une application qui a 15 ans d'âge, qui marche on ne sait pas trop comment, qui a été codée on ne sait pas trop comment non plus, dans ces cas-là, mettre en place tout un système de test, ça risque de causer plus de problèmes que d'en résoudre, donc au final, il vaut peut-être mieux consulter un marabout et croiser les doigts. Et tout cela fait que, même des fois, on peut considérer qu'il est préférable de tout refaire, à un moment donné, que de tout bien penser dès le départ. D'autant plus si vous ne savez pas trop où vous allez à l'origine, si vous cherchez votre produit, si vous cherchez votre business model, si vous êtes vraiment dans une phase où vous allez réfléchir, itérer dans tous les sens et sans trop savoir vraiment où vous allez, des fois il vaut mieux perdre 2 jours à faire un truc que vous allez refaire que perdre 2 semaines à mettre en place une structure solide de quelque chose que vous n'allez pas utiliser. Donc simplement, je ne dis pas que les tests automatisés c'est une mauvaise chose, ou une chose obligatoire, au contraire. Je dis juste qu'il ne faut jamais, quelle que soit la bonne pratique ou quels que soient les bons conseils de sécurité, il ne faut jamais s'interdire de se poser la question du bien fondé de ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est un petit peu le message, un petit peu l'idée de ce talk, d'essayer de façon un peu sans bullshit, de discuter qualité logicielle sans tomber dans le piège de l'intégrisme du test first et des bonnes pratiques qualité. Donc merci de m'avoir supporté ce soir encore, et ouvert à vos questions. Merci beaucoup Lucas. Vous pouvez le bombarder. Il y en a une là-bas. Ah oui, pardon. Bonsoir. Alors, moi là c'est plus, alors, il y a quelques questions, mais c'est surtout, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et vraiment, très bien, enfin un talk qui parle de ça. Et pour le bouquin, donc Coder proprement, pour ceux que ça intéresse, pour les bibliophiles, il y a la bibliothèque, Toussaint, où vous trouverez le bouquin, lié. Je fais des pieds dedans pour l'avoir, parce que je trouve que c'est très important pour les jeunes développeurs, pour les étudiants, de lire ce bouquin au moins une fois, l'oublier et le reprendre un peu plus tard, parce qu'il y a beaucoup d'expérience. C'est beaucoup d'expérience, et le mieux, vous pouvez récupérer l'expérience des anciens. Personnellement, je pense que pour beaucoup, on a tous essayé de récupérer l'expérience des anciens en lisant le code, donc si c'est aussi en lisant des livres, ça peut être une bonne chose. Donc voilà, donc c'était déjà une première chose de dire voilà, merci. Et puis j'avais quand même une question. On va faire rapidement. Ouais, d'accord. Juste donc une question sur la revue de code. Est-ce que c'est pas trop lourd au départ? Est-ce que il y a un rythme de croisière dans le temps passé, parce qu'il y a toujours un pour dire oui, j'aurais préféré ça comme ça. Et voilà, est-ce que ça va bien se mettre en route? Je sais pas trop. Bonsoir, merci déjà pour l'information, pour le livre effectivement, et pour la question. Un rythme de croisière, il y a forcément un rythme à trouver. Après, c'est d'un point de vue managérial vis-à-vis de son équipe, savoir comment les gens fonctionnent. Si jamais on peut les laisser faire un petit peu comme ils le sentent et voir si jamais ça déborde, essayer de mettre des cadres en disant voilà, tous les jours vous passez un quart d'heure à discuter du code et puis vous faites en sorte que ce soit un peu comme sur le principe d'un meet-up Scrum le matin. Vous pouvez mettre des cadres en termes d'horaire pour forcer à prendre un rythme de croisière. Après, moi, de mon expérience, la seule chose que j'avais mis en place pour éviter les débats à rallonge, c'était que les personnes qui publiaient leur code
à niveau de seniorité égale, on va dire, avait le dernier mot sur les modifs à effectuer. Ça permet de ménager un petit peu la bonne humeur aussi, ça permet de faire en sorte que le débat puisse être clos une bonne fois pour toutes, et ça permet d'avancer tout simplement. Donc je ne sais pas si ça répond dans les détails, mais merci. Il y aurait beaucoup à en dire, juste sur la revue de code, je pense que ça nécessiterait un talk en entier. Le mois prochain? Ouais, mais demain sinon. Et c'est vrai, parce qu'on se voit tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là? Tiens. Question d'une non-spécialiste, mais ancienne responsable qualité. Là, c'est la qualité logicielle, c'est un peu de la prévention, si j'ai bien compris. C'est avant de publier, on vérifie qu'il n'y a pas de bug. Mais est-ce qu'il y a aussi des actions correctives, c'est-à-dire des retours de vos clients qui font que vous allez rebasculer sur cycle, et comment vous gérez, à partir de quel seuil vous décidez de modifier? Alors en fait, d'abord je vais remonter sur la question de la qualité. C'est pas vraiment préventif, c'est presque plus curatif au final, parce que l'idée vraiment première de la qualité logicielle, le fait de ne pas avoir des bugs, c'est presque une évidence normalement, mais l'idée ça va être de garantir la maintenance à terme. Parce qu'il est relativement simple de mettre en place quelque chose qui fonctionne, quoique des fois encore ça peut même être un peu trivial, un peu problématique. Mais garder une application fonctionnelle 10 ans après sa mise en service avec des modifications tous les jours, ça ne demande pas le même niveau de compétence ni d'effort. Il y a une vigilance de tous les instants, beaucoup de travail derrière. Donc là, c'est vrai que le sujet portait plus sur cette partie-là de maintenir l'application à un état de qualité constant, mais de qualité non visible par le client, principalement, mais visible de façon indirecte, dans le sens où elle tombera moins facilement en panne à chaque fois que le client va demander des modifications. Après, pour des questions de seuil sur lesquels il faut définir ou pas des interventions, je dirais que là, ça dépend beaucoup des risques qu'on est prêt à accepter, de la criticité de l'application, de la susceptibilité du client. Parce que c'est vrai que moi, j'ai plus une expérience de système informatique, donc le client il est interne. Au final, la relation n'est pas la même. Je dirais que là, je ne peux pas apporter de réponse très précise, ça dépendra beaucoup de tout un tas de facteurs, mais pour avoir ces exigences-là, ces seuils-là, il faut déjà les mesurer. Donc il faut déjà être bien avancé, au moins à la taille d'une petite PME, en termes de qualité logicielle, pour avoir des mesures assez précises pour savoir quand il faut intervenir. Je ne sais pas si ça répond un peu. Vous pourrez continuer la discussion avec Lucas, parce que c'est une discussion qui demanderait des heures. On en parlera aussi tout à l'heure. Pendant l'apéro après. Merci beaucoup, Lucas.